Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction de l'engin de rendu V-Ray pour Houdini 18.5. Alors tout d'abord, pour être sûr que vous avez bien installé votre V-Ray, on va aller vérifier ici V-Ray. Vous allez avoir votre menu déroulant qui est là. On a le About V-Ray, vous avez votre version et voilà. Normalement, vous avez aussi un pop-up qui apparaît au départ pour vous indiquer que V-Ray est installé. Bon, peu importe. Et voilà. Si on veut utiliser les outils, on va avoir ici à faire le petit plus et on va dans Shelves et on va chercher le V-Ray, bien sûr. Donc, mais pour l'exercice là-dedans, je vais y aller à chercher mon desktop qui va être en Games, qui me permet d'avoir le réseau 1, réseau 2 et pouvoir travailler avec deux familles de nodes sans problème. Donc, je vais de ce pas. Et si vous n'avez pas encore le shelf, n'oubliez pas d'aller l'ajouter, shelves, et on va chercher V-Ray. Donc, pour commencer, je vais aller me créer un objet bien simple qui va être en fait une grid et je vais l'appeler background. À l'intérieur de ça, on va pouvoir aller glisser à l'intérieur. Je vais me créer un plane d'environ 40 par 80. Et le nombre de rangées, donc en fait, on va aller vérifier qu'est-ce que ça nous prend. Donc ici, je vais le mettre à 80 et peut-être à 20. Donc j'en ai besoin juste pour faire plier le plane à l'aide d'un bend pour aller faire ma toile de studio. Donc j'utilise le node bend que je vais placer ici à la fin et je vais faire le bend. Par la suite, environ de 80 degrés. Là, pourquoi je mets 80? Tout simplement, c'est que j'aime laisser la lumière rentrer ici. Donc, le classique, c'est de mettre à 90 degrés. Par contre, des fois, les rebonds de lumière qui viennent du dôme ne rentrent pas très bien. Donc, je le laisse un petit peu plus pencher comme ça ici. Et le pli, j'aimerais qu'il soit beaucoup plus large, donc peut-être de 10. Et ça fait en sorte que j'ai un pli qui est beaucoup plus soft. Voilà. Par la suite, si je le trouve qui n'est pas dans la bonne direction, j'ai ici le Capture Direction que je peux changer. Donc moi, je vais le mettre en -1. Par défaut, quand j'ouvre mes plans de vue, on a le draw de cette façon-là. Donc par la suite, je peux avec un autre transform le mettre davantage au centre. Donc on garde en tête que notre grille est le sol, donc j'aimerais ça plutôt prendre avec mon transform. Je m'en viens ici décocher le cadenas et avec mon outil de manipulation, je vais aller là reculer un petit peu comme ça ici. Parfait. Je sors de mon OBJ, donc je m'en viens ici de base. Je vais me créer un autre node Géo, donc un autre dossier, que je vais l'appeler le Crag. Donc on va aller se créer une petite créature. Donc avec dans les tabs, donc on va tab et on va chercher dans les tests, on va chercher le Crag. Donc, je vais à l'intérieur de ça ici. Pour que ça fonctionne avec V-Ray, ce qui est important, c'est d'aller enlever le shader qui est baké, donc qui est calqué dans notre objet. Donc, on va aller décocher le Add Shader qui va le mettre en blanc comme ça ici. Et je vais aller juste le redimensionner légèrement, peut-être à 3, juste le grossir un petit peu. Et je vais définir un plan de vue comme ça ici pour que j'ai une espèce de photo portrait, un petit peu de mon personnage, comme ça ici. Voilà. Une fois que je suis satisfait de tout ça, je vais pouvoir aller me créer une caméra. Et on voit que ma caméra présentement, elle est en HD, donc en paysage. Et je vais aller la changer. Donc, juste sur ma caméra, dans View. Et je vais pouvoir changer ici les résolutions pour aller les inverser. Donc, je vais lui dire 720 par 1280. Mais j'ai l'impression que ça va être un peu trop étiré. Donc, rien n'empêche de pouvoir aller le réduire peut-être à 800 par 1000. Voilà. Donc, un peu comme ça ici. Avec le cadenas, je vais pouvoir aller juste me redéplacer pour que j'ai une possibilité de faire un portrait comme ça. Voilà. Et j'enlève le cadenas pour empêcher de l'accrocher. Et voilà. Donc, si je retourne dans le Crag, ce que j'aimerais faire, c'est d'aller lui donner différentes couleurs. Donc, je m'en vais dans le Crag. J'ai ici présentement différentes pièces. Je vais aller lui ajouter deux nodes. Le premier va être le Assemble, qui va me permettre de pouvoir reconnaître les pièces qui sont détachées sur le personnage. Donc, ça va créer un attribut qui s'appelle, on ne le voit pas ici, mais le Name Attribute. Donc, si on va ici dans le I, on va voir le Name Attribute, qui fait en sorte qu'on a créé la propriété de nom. Ensuite, je vais ajouter un node qui est le Color, et je vais pouvoir aller donner une couleur par pièce. Donc, présentement, si je veux le faire, il faut que j'aille en primitive et je m'en vais dans le Random from Attribute. Donc, je vais utiliser l'attribut qui s'appelle Name, qu'on ne voit pas ici. On dirait qu'il ne reconnaît pas mon attribut. Donc, c'est curieux. Je vais aller le rechercher à nouveau. Donc, il ne le reconnaît pas. Je vais le marquer tout simplement Name. Et on voit qu'il fonctionne quand même. Le problème là-dedans, c'est que V-Ray ne reconnaîtra pas les propriétés de surface. Il va reconnaître les propriétés de points. Donc, je dois convertir mon information de Name qui est faite ici. Donc, je vais utiliser tout simplement le attribute Promote. Voilà. Et que je vais aller le créer ici. Donc, attribute Promote. Et ce que je veux, c'est d'aller reconnaître donc dans les primitives. Je vais chercher le nom. Et je vais le convertir en points.
Dans mon node color, on voit que la couleur est partie parce que ma classe, elle est en primitive. Donc, je vais le changer ici pour le mettre en point. Et maintenant, je retombe avec des couleurs. Donc, ça va fonctionner. Maintenant, pour faire le rendu, alors je remonte d'un niveau, j'ai mon personnage, j'ai une toile. Donc, ici à ma droite, je vais aller dans le contexte matte, donc pour les matériaux. Et je vais pouvoir aller ici, si je fais bouton droit ou le tab, on va voir ici, on a le V-Ray et on a tous les éléments qu'on peut ajouter. Donc, si on va dans Material, on en a plusieurs modèles. Moi, je vais utiliser le V-Ray Material, tout simplement. Donc, celui-ci, je vais le renommer. Donc, V, et je l'appelle Background. Donc, voilà. Le pourquoi je mets le V avant, c'est tout simplement parce que c'est un aide-mémoire pour moi pour le V-Ray. Donc, je vais aller le glisser directement sur ma toile de fond. Ce que ça va faire sur votre node background, vous allez retrouver ici dans Render, vous allez avoir votre material qui va porter le nom qui est là dans le contexte matte. Donc, on voit le contexte et ensuite l'emplacement. Donc, ça c'est très pratique. Donc, ça, c'est la base. Je peux aller cliquer dessus pour pouvoir le changer. On va juste créer nos deux matériaux, puis on va les modifier par la suite. Je vais aller me créer à nouveau un autre matériel. Moi, mon astuce, c'est d'aller marquer les lettres V, M, A, T. Et rapidement, je tombe en premier choix sur le V-Ray Material. Donc, ça, c'est la puissance de Houdini, c'est de reconnaître nos mauvaises façons d'écrire les choses. Donc, ça, c'est une bonne chose. V, et ça va être en fait crack. Donc, je l'appelle comme ça. Et maintenant, j'ai juste à le prendre et le glisser directement sur le personnage comme ça. Je vais aller effectuer mon premier rendu. Donc, tout d'abord, je dois m'assurer d'avoir une caméra et par la suite d'avoir des lumières. Donc, je m'assure que j'ai débarré mon cadenas ici. Je vais aller dézoomer et ensuite, je vais aller me placer mes lumières. Donc, en fait, la première lumière va être en fait mon key light, donc ma lumière principale. Je vais utiliser ici avec le contrôle-clic sur le light rectangulaire. Contrôle et clic. Ce que ça fait, c'est que ça va créer ma caméra dans mon point de vue et ça va me permettre de pouvoir aller ici, juste jouer avec mes paramètres. Donc, mettons, je mets ça à 15 par 15 et je vais amplifier le tout, mettons, à 100. Donc, on voit présentement, ça a l'air être un peu sombre. On va le laisser comme ça pour l'instant. Je reviens dans ma caméra pour voir. Ça me donne une idée. Je peux peut-être l'augmenter peut-être à 300. Voilà. Là, c'est un peu trop fort. Pas grave. On va aller l'ajuster. Je vais aller définir maintenant ma lumière de rebond. Donc, je vais la mettre comme ça ici. Et encore le contrôle et clic pour faire la lumière le rectangulaire, comme ça ici. On va aller augmenter un petit peu les paramètres, 8, 8, et cette fois-ci à 100. Voilà. Donc, on voit qu'on vient d'aller créer notre lumière de rebond. Et par la suite, la lumière de découpe, donc la lumière arrière. Elle, je vais la mettre un peu plus comme ça ici. Encore là, une lumière rectangulaire, contrôle-clic. Et celle-ci, je vais la mettre d'une teinte plus jaunâtre. Donc, je clique sur la couleur. Je vais la mettre très, très fort dans le jaune, orange. Et par la suite, je vais paramétrer le tout. Donc, 8, 8. Et ensuite, peut-être à 100 encore. Donc, les valeurs que j'ai indiquées de 8 et 8, en fait, ça fait appel tout simplement à la largeur, à longueur de notre plane. Donc, je peux aller le redimensionner en cas de besoin. Moi, j'aime ça d'aller changer la taille de notre lumière pour aller créer un rebond qui est plus spécifique. Donc là, dans ce cas-ci, j'en ai mis juste une lumière, mais rien n'empêche de pouvoir prendre notre lumière qu'on a mis ici, CTRL ALT et je déplace pour en créer une copie. J'aurais pu aller justement modifier un petit peu l'apparence de cette lumière-là pour lui donner une autre teinte et facilement, on peut aller travailler l'espèce d'ambiance qu'on va aller produire autour de notre personnage. Donc, on en profite pour que avec notre numérique, ce soit facile d'aller placer des lumières, contrairement à un tournage classique. Donc, je prends mes 3 lumières comme ça ici, et avec le raccourci A, et je glisse, ça me permet d'aligner mes 3 lumières ensemble. Donc, parfait. Alors, ce que j'ai à faire maintenant, je pourrais aller changer les couleurs avec le bouton aussi. Je pourrais aller changer la couleur pour qu'il représente donc l'information principale. Le key light, je le mets davantage un petit peu plus bleu. La lumière de rebond davantage orangé. Donc là, j'exagère les couleurs. Puis ça ici, plus jaunâtre. Donc, j'aime ça y aller identifier par les codes de couleurs. Je vais le faire la même chose donc dans mes lumières ici. Donc, la lumière de rebond qui vient de la gauche. Donc, tout simplement, je vais utiliser une teinte davantage rougeâtre un petit peu. Donc, on essaie d'augmenter un petit peu l'intensité ici, là, à peine pour dire. Voilà. Ma lumière principale, je m'en vais dessus ici. Je clique sur le color. Je vais augmenter un petit peu le bleu, tout simplement. Un petit peu comme ça ici. Et même affaire pour en arrière. Là, c'était très exagéré. Donc, j'essaie d'y aller avec cette teinte-là.
à peu près. Donc, ça, c'est mes informations de base pour faire mon rendu. Par la suite, pour pouvoir préparer le rendu, normalement, on va dans le contexte Out. Et à l'intérieur de ça ici, on peut aller définir nos éléments donc pour aller faire le rendu. Mais la première chose que moi, j'aime faire, je vais cliquer sur le Show VFB qui me permet de passer en mode donc, de rendu. J'ai le V-Ray Frame Buffer. Et je vais avoir ici automatiquement un node V-Ray qui gère le rendu, puis celui-ci qui gère l'aperçu de rendu. Donc, celui-ci, c'est le IPR, donc Interactive Production Rendering. Et on va pouvoir aller, ou Progressive Rendering, peu importe. Là. Et donc, pour voir le rendu, je peux aller cliquer sur la théière ici qui me fait un rendu donc individuel. On voit que présentement, tout est trop fort. Parfait. Et ce que ça fait, c'est que même si j'effectue des modifications de nos lumières, il n'y a rien qui va être pris en considération. Donc, je vais faire arrêter, donc le stop. Et cette fois-ci, je vais passer en mode interactif. Donc, je clique dessus. Et maintenant, peu importe ce que je vais faire, ça va être pris en considération. Donc, je vais aller chercher ma première lumière ici. Je vais réduire le tout à peut-être à 30. Ensuite, ma deuxième, donc à 10. Et ma dernière, à 10. Donc, j'ai enlevé vraiment l'intensité de tous mes lumières, là, donc d'un 0. On voit présentement ce que ça donne. On a nos matériaux qui ont été appliqués qui n'ont aucune modification présentement, puisque si je vais dans mes matériaux, on va se rendre compte que mes matériaux n'ont aucune variante. Donc, pour le background, ce que je veux, c'est d'avoir de la réflexion. Donc, je pourrais utiliser ici une couleur. Plus la couleur va être claire, plus ça va être réflectif. Donc, si je mets ça à blanc, tout simplement, maintenant, on va avoir une réflexion qui va être presque parfaite dans notre environnement. Et voilà. Si on veut qu'on ait une réflexion, mais qu'elle ne soit pas comme un miroir, on peut utiliser le glossiness qui nous permet d'aller jouer un peu avec la zone à laquelle le rebond de lumière va se faire. Le glossiness à 100% fait un pincement, donc des petites lignes blanches qu'on ne voit pas encore présentement parce que le rendu n'est pas terminé. Mais plus je vais réduire la valeur de glossiness et plus ça va faire en sorte que ma zone dans laquelle le rebond de lumière va se faire va être plus doux, plus large. Donc, ça nous permet d'éviter d'avoir trop de réflexion justement dans notre effet de réflexion. Donc, la réflexion joue le rôle aussi de spéculaire, donc c'est pour ça qu'on se sert beaucoup de la réflexion, mais parfois on ne veut pas avoir un effet miroir. Voilà. Si j'augmente le metalness, lui, son rôle, c'est de faire du miroir avec. Donc, si j'augmente le glossiness, on va voir si je mets des backgrounds, des choses comme ça, on va le sentir à l'intérieur. Donc, c'est surtout pas ça que je veux avoir présentement. Donc, je réduis mon glossiness, j'enlève le metalness et j'ai maintenant mon effet de background. Par la suite, j'aimerais maintenant travailler sur le crag. Donc, le crag, par exemple, on pourrait jouer dans la réfraction. On va mettre une couleur le plus claire possible. Donc, encore là, le même principe, ça joue comme un niveau d'intensité. Donc, si je le mets à blanc, maintenant, tout est transparent. Et on peut réduire ici l'index de réfraction, donc, ou l'indice de réfraction en français. Donc, j'ai présentement 1.3, ce qui représente l'eau. Donc, on peut y aller à peu près comme ça ici. Et on peut jouer aussi avec une couleur donc, de fog, donc qui fait en sorte que l'intérieur a une couleur. Je peux réduire l'intensité de celle-ci. Donc, vous allez voir. Si vous n'êtes pas sûr des exécutions que vous faites avec vos matériaux, ce que vous pouvez faire, donc, dans votre matériel qui est ici, vous avez en haut ici le petit engrenage que vous pouvez cliquer et vous allez avoir ici quelques matériaux qui ont été proposés. Moi, j'en ai ajouté quelques-uns, comme par exemple la bière et j'ai également le jus d'orange, mais juste pour CPU, parce que le jus d'orange pour le GPU, c'est autre chose. Donc, je vais expliquer plus tard un peu. Par exemple, si je vais cliquer ici sur le jus d'orange, on va voir quand je repars le calcul, tout simplement maintenant qu'il applique la couleur dessus. Faites attention parce que les matériaux sont adaptés par rapport à une taille précise. Dans ce cas-ci, là, on voit que le jus d'orange ne donne pas le même résultat puisque mon objet est peut-être trop petit. Donc, il faut que je vienne augmenter un peu ici la quantité de brouillard dans mon liquide. Donc, si par exemple, je le mets à 0.5, là, on le voit qu'il est un peu trop fort. Donc, là, il va falloir jouer un petit peu avec ces paramètres-là. Mais ça, c'est un bon départ. Donc, moi, par exemple, si on va chercher ici l'huile d'olive, je clique dessus. On voit que là, c'est beaucoup trop dense. Donc, je reviens dans la réfraction. Et au niveau du Fog Multiplier, je vais le réduire de 10. Et tranquillement, on commence à avoir un résultat intéressant, et etc. Donc, je peux obtenir certains résultats intéressants comme ça ici. Donc, voilà. Si je veux faire en sorte que je prends en considération la couleur de mon personnage, donc on avait ici le crag, où est-ce que j'avais défini donc des couleurs par morceau. Bien, si je veux aller le placer sur mon objet, bien, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, je vais aller remettre une couleur standard de mon personnage. Je vais le mettre tout simplement ici en porcelaine. Donc, je le mets en porcelaine et on voit mon personnage redevient comme une espèce de blanc trop clair, parce que mes lumières sont encore très fortes. Donc, je vais le réduire mes lumières, juste réduire encore peut-être à 20
Et j'y vais ainsi. On voit que ma lumière principale, elle est trop forte là, présentement. C'est pour ça que c'est elle que j'ai descendue en premier. Voilà. Puis là, ben, les autres, le rebond, on regarde ici comment que le rebond agit. Un des trucs que je peux vous donner, c'est de désactiver pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis on voit que le rebond est important. Ça vient ici garder une belle lecture du côté donc, du personnage. Je vais juste le mettre un peu moins fort. Et par la suite, on a la lumière en arrière-plan qui est la même chose. Si on désactive, ça change un peu la teinte. Donc voilà. Je conserve ces informations-là. Parfait. Donc, j'ai mon effet de porcelaine qui est conservé. Et moi, ce que je voulais vous montrer, c'est en fait d'aller appliquer la couleur. Donc, pour pouvoir faire en sorte qu'on prenne l'information de notre crag qui nous donne ici présentement la couleur, si on change l'affichage de notre viewport, on a nos couleurs de notre objet. Donc, pour aller le voir dans les attributs, on va voir ici que dans les attributs, on peut aller chercher le nom, on peut chercher la position, la velocity, donc le mouvement, ou sinon, ici, le CD qui est la couleur. Donc, je vais utiliser cet attribut-là pour aller le placer sur la couleur de mon objet. Donc, pour faire ça ici, au niveau de notre matériel, on n'a rien par défaut dans V-Ray pour aller prendre les informations de couleur de l'objet. Il faut aller nous-mêmes le définir. Donc, on va aller au niveau de notre menu, on va dans le V-Ray et ensuite, on va aller dans le Utility, on va pouvoir retrouver certaines choses. On a ici le V-Ray User Color. Donc, je vais cliquer dessus. Je le mets là. Ce que ça fait, c'est que ça permet d'aller copier les attributs de l'objet dans lequel on a appliqué notre matériel. Donc ça, c'est très simple à le faire. Tout simplement, ce qu'on a à faire, c'est d'aller prendre l'attribut de notre choix. Dans ce cas-ci, sur mon personnage ici, quand je m'en vais dans les attributs, on voit que c'est le CD, C majuscule, D minuscule. Et ce que j'ai à faire, c'est juste d'aller glisser notre color vers le diffuse. Et là, on voit qu'il ne prend pas en considération parce qu'il faut le repartir. Donc, on clique sur le stop et ensuite, je repars le tout. Et là, maintenant, vous voyez que notre couleur a été appliquée dessus. Donc, facilement, on peut aller définir des couleurs sur nos éléments. Par la suite, ce que je voudrais faire, c'est d'aller l'appliquer. Au lieu de le mettre dans la couleur directement, j'aimerais l'appliquer plutôt dans le Fog Color. Donc, je vais aller remettre mon fabuleux preset qui était dans l'huile d'olive et juste aller au niveau de la réfraction, réduire le Fog Multiplier à 0.1. Voilà. Et cette fois-ci, au lieu d'aller mettre la couleur dans le diffuse, je vais juste prendre la connexion puis aller le placer dans le Fog Color. Donc là, on ne le voit pas encore. Je le déplace ici. Ma ligue sur le Fog Color Text. Donc, si je repars le calcul, maintenant, on voit que les couleurs ont été partagées, mais cette fois-ci dans le volume. Donc, ça, c'est très, très bien. Alors, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est juste d'aller jouer avec l'intensité. Donc, à 0.05, et etc. Donc, jusqu'à temps qu'on obtienne le résultat escompté, bien sûr, pour le tout. Donc, si on veut faire maintenant notre rendu final, donc avec les ajustements qu'on aura fait, on va pouvoir aller le changer. Donc, au niveau de notre out, on vient ici. Sur notre V-Ray, on va pouvoir changer ses paramètres. Dans le type de résultat qu'on obtient présentement, on peut le faire en GPU, donc qui est beaucoup plus rapide si vous avez une carte vidéo performante. Donc, ici, vous allez pouvoir passer en mode CUDA ou RTX, ça dépend de votre outil de travail. Dans mon cas, je vais y aller en RTX. Donc, CUDA, c'est GPU, puis GPU, puis CPU. RTX, c'est que le RTX. Donc, si vous avez des cartes RTX, ça va être beaucoup plus efficace. Donc, si je clique ici, on va pouvoir faire afficher, moi j'aimerais utiliser ma carte vidéo et je pourrais encore là, j'ai encore accès, dans le CUDA, j'ai encore accès à mon CPU que je peux mettre dedans, donc je fais le Apply et voilà, donc RTX c'est quand j'ai beaucoup de lancements de photons, c'est plus rapide de le faire qu'en RTX. Dans mon cas, moi j'ai une carte graphique qui est performante et également un processeur qui est très performant, donc je vais prendre les deux comme ça ici. Qu'est-ce que ça va faire maintenant? Si j'effectue un rendu, on va voir que le temps va être beaucoup plus rapide. Donc voilà, on voit qu'il l'a déjà complété. On a ici les passes qu'il va ajouter par la suite. Donc, je vais les laisser calculer un petit peu. Et on voit que c'est beaucoup trop long pour rien. Là, les calculs, les paramètres n'ont pas été définis correctement. Donc, je l'arrête, tout simplement. Et ce que j'ai besoin de faire là-dedans, on va aller cocher l'option Use le Denoiser, ce qui nous permet de maintenant d'avoir l'algorithme qui nettoie l'image quand il y a un peu de grain. Donc, je m'en vais dans Image. Et ici, on a la possibilité d'aller enregistrer l'image. Pour l'instant, je l'enlève, j'en ai pas de besoin. Je vais aller dans le Renderer et c'est là que ça se passe. On voit que présentement, j'ai 100 subdivisions. En quoi ça consiste exactement? C'est d'aller prendre le rendu puis de le recalculer presque jusqu'à 100 fois pour valider si les points sont à la bonne place. On va commencer par 2. Donc, j'effectue mon premier rendu et on va voir qu'est-ce que ça donne. Ici, on a notre niveau. On voit qu'on a du grain là-dedans. OK, donc là, peut-être que ce n'est pas assez fort. Donc, ce qu'on peut faire juste en attendant, décocher le denoiser pour voir la différence avec et sans denoiser, bien sûr. Donc,
sans le denoiser, c'est assez rapide, mais on n'a pas de correction de l'image. Je vais augmenter dans le renderer un petit peu plus de points, admettons à 8. Donc, je repars le rendu. Ça devrait être un petit peu plus long. Et donc, ça a pris 13 secondes pour le faire, puis on n'a pas le denoiser là-dedans. Le denoiser, lui, qu'est-ce qu'il va venir faire? C'est qu'il va venir ajuster, justement. On voit que le background, il n'y en a plus, puis pourtant, il y a quand même beaucoup de grains. J'ai mis beaucoup de glossiness au milieu de niveau, donc ce qui veut dire qu'il n'est pas lisse. Donc ça, dans ce temps-là, ça prend plus de temps, puis pourtant, c'est encore très propre. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est d'aller cocher le denoiser. Donc, je clique là-dessus. Voilà. Et dans le renderer ici, je vais pouvoir l'augmenter un petit peu, donc peut-être à 10. Mais pas plus haut que ça. Donc, le denoiser plus le subdivision à un certain niveau va venir régler les problèmes de grains. Le denoiser, on l'a vu embarquer, là, quand il fait des espèces de lecture de lignes un peu comme du poil, ben ça, c'est le denoiser qui est embarqué. Ça veut dire qu'il nettoie lui-même cet espace-là. Et on le laisse calculer un petit peu pour nettoyer le reste. Et ça ne prend pas trop de temps. Puis on a une image qui est quand même fonctionnelle pour 18 secondes. Il y a encore du grain dans la réfraction ici. Il n'y a plus de grains sur le plancher. Il n'y en a presque plus sur la réflexion. Donc, on y augmente encore un peu les points comme ça ici. Et on peut bien sûr préciser à quel endroit on veut mettre le grain. Donc, on a la possibilité de les jouer ici. Donc, le noise threshold qui est quand même assez haut présentement, je vais le mettre à 0.05, tout simplement, comme ça ici. Nous avons la possibilité de les jouer au niveau de nos informations. Donc, Global Illumination, le nombre de rebonds qu'on a besoin de faire. Dans ce cas-ci, c'est une scène qui est très simple, donc pas besoin d'augmenter ça. Dans ce cas, dans le color mapping, on peut le changer pour le mettre peut-être donc dans un autre. L'Exponential fait une bonne job, le Reynard aussi. Donc, c'est à votre... c'est comme vous le voulez. La caméra, on peut aller jouer ici le Depth of Field qu'on peut l'activer et on va pouvoir jouer avec la distance focale. Donc, pour faire ça, ben, on va aller vérifier tout d'abord sur notre caméra et on va aller vérifier, donc on va se mettre de côté et on va juste aller utiliser la distance dans laquelle le tout se passe. Donc, on a la possibilité de jouer ici avec le... bon, ben, malheureusement, je n'ai plus l'accès exact de où est-ce que se trouve la cible. Donc, il y a un indicateur qu'on peut ajouter. Donc, manuellement, à la limite, on peut se créer un objet pour savoir quelle est la distance entre la caméra et notre élément. On peut calculer sa position également sur les transformes ici, donc environ de 4, et etc. Mais il y avait un raccourci auparavant qui nous permettait d'aller travailler notre distance de notre focus. Donc, c'était le J, il me semble, par défaut. Ce n'est pas plus grave que cela. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de retourner donc dans notre plan de vue avec notre caméra. On sait qu'environ on est à 4, donc je reviens ici dans mes paramètres. Je vais pouvoir lui dire ici au niveau de Depth of Field, je peux le mettre à 4. Et quand je vais effectuer un rendu, on va avoir maintenant la profondeur de champ qui va s'appliquer. Donc on va voir certaines choses qui vont être plus nettes et d'autres moins nettes. Et on peut l'adapter par la suite à la distance qu'on va avoir. Donc c'est un processus qui peut être très long. Je vous invite à ne pas le faire si vous n'avez pas un ordinateur assez puissant, de le faire plutôt en passe de sortie qui va être à voir dans une autre formation, bien sûr. Donc, si vous êtes satisfait de l'image que vous avez rendue, tout simplement, on peut arrêter le tout, donc avec le bouton échapper ou le bouton stop ici. Et je vais aller définir, en fait, mes paramètres de sortie. Donc, on a la possibilité d'aller dans Images et je vais pouvoir choisir ici l'emplacement où est-ce que je vais enregistrer mes images. Moi, j'aime ça le faire sur mon dossier, donc de temporaire de rendu. Donc, je me fais un dossier comme ça ici, donc /temp/rendu, et j'utilise un nom donc quelconque, donc ça va être en fait Crag Test V-Ray, et je vais l'enregistrer en PNG cette fois-ci. Vous avez tous les modes de sauvegarde possibles pour enregistrer vos images, donc moi j'utilise le PNG, ça peut être le TGA ou etc. Donc, une fois que c'est fait, je peux les définir de quelle image à quelle image je vais avoir. Dans mon cas, je vais avoir que le current frame. Si jamais vous voulez faire une suite d'images, vous pouvez choisir ici dans les modes. Et ce qu'on a à faire, c'est relativement simple. On fait le render to disk. On clique dessus. Il nous fait le calcul. Il nous invite en fait à patienter, tout simplement. Surtout quand vous faites du rendu par GPU, il n'y a plus grand-chose que vous pouvez faire avec votre ordinateur dans ce temps-là.
Donc voilà, 18 secondes pour enregistrer mon image que je vais retrouver ici. Donc c'est encore mieux, je peux le retrouver, je peux aller le copier. Et dans un navigateur, donc dans un dossier quelconque, je vais pouvoir retrouver ici à l'emplacement facile. Voilà, j'ai mon image qui a été rendue. On a encore place à amélioration, mais pour une image qui a pris 18 secondes à rendre, dans mon cas, ben, c'est quand même pas si mal. Il y a un petit peu de grain ici et là, donc on pourrait améliorer. Donc pour me sauver environ avec une minute de rendu au maximum. Donc j'espère que ça vous a plu et on se revoit bientôt.